ça va ce soir? J'entends pas comment ça va ce soir? Eh bien, c'est génial. Commençons tout de suite le Big Brain Show épisode 2 avec notre invité. Veuillez applaudir s'il vous plaît, monsieur Sébastien Lemerle. Je vous laisse tout de suite la parole. On est reptiliens, pseudosciences, croyances et fiction. C'est parti. Merci. Alors, je vais commencer par une question qui est le point commun entre les Mérovingiens, les Templiers, Hillary Clinton, Henry Kissinger, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Richard Nixon, les Habsbourg, George Bush, père, et j'en oublie son... et Elisabeth II, la défunte reine d'Angleterre. Ça fait beaucoup là, non? Mais c'est tous des reptiliens, voilà. C'est tous des reptiliens, et ça, on le doit à un essayiste britannique qui s'appelle David Icke. Donc il y a un parcours un peu particulier, parce qu'en fait, c'est un ancien footballeur professionnel, qui ensuite est devenu, alors dans les années 70 plutôt, qui ensuite est devenu journaliste sportif pour la BBC, et qui ensuite s'est reconverti dans l'essayisme conspirationniste. Il a fait plusieurs livres, et notamment en 1999, il a publié ce livre, donc The Biggest Secret, donc un livre qui devait changer le monde, comme dit le sous-titre, et qui est en fait une révélation, c'est un gros livre de 600 pages, qui explique que d'après lui, donc, le monde serait gouverné en secret par une population de reptiles humanoïdes, je lis mes notes parce que je ne voudrais pas rater un détail, des reptiles humanoïdes d'origine extraterrestre, qui compteraient dans leur rang plusieurs personnalités du monde politique et des affaires, et donc qui contrôleraient le monde. Ça, c'est un imposant pavé qui vous explique tout ça, qui procède plutôt par juxtaposition et accumulation de détails plus ou moins, disons, si j'étais vulgaire, je dirais foutraque, donc de différentes sources. Donc, si vous voyez à droite de l'écran, vous avez donc l'origine des reptiliens, qui viendrait donc d'une galaxie, la galaxie du Dragon, qui ensuite serait arrivé sur Terre et qui vivrait à la fois à la surface de la Terre, mais aussi à l'intérieur, dans des cavernes souterraines. Donc ça, c'est la deuxième image à droite, et qui aurait atterri en différents points de la planète, et notamment au Proche-Orient. Et à partir du Proche-Orient, en tout cas pour la zone de la planète où on habite, ensuite aurait essaimé en Europe. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, j'ai oublié de le dire en introduction, David Icke estime aussi que, par exemple, il y a la famille Rothschild, qui est aussi une famille d'origine reptilienne. Derrière, il y a tout un discours aussi antisémite. Donc la particularité, c'est qu'ils auraient tous ensuite émigré en Europe, et notamment jusqu'en Angleterre, et par exemple, toute la famille Windsor, donc pas seulement Elisabeth, mais aussi Charles et tout le monde, serait donc d'origine reptilienne. Alors chez les reptiliens, vous avez des lignées pures, si j'ose dire, donc là c'est tout ce dont je viens de parler, puis ensuite des gens qui sont plus ou moins hybrides, dont je reparlerai un petit peu plus tard, et avec lesquels on aurait quelques points communs. Alors ensuite, il fait toute une généalogie des reptiliens dans l'histoire humaine, en disant, regardez, il y a plein de sculptures qui mettent en images et en visuel des formes de dragons, de serpents, notamment par exemple, les gargouilles de Notre-Dame. Voilà, donc ça c'est le genre de preuves entre guillemets qu'il accumule, en disant que tous ces gens-là sont regroupés dans des fraternités, des associations secrètes, etc. Donc après il y a des ramifications vers d'autres sociétés secrètes dont je parlerai, c'est par exemple les francs-maçons, et donc il va faire une analyse qui est assez banale d'ailleurs chez les conspirationnistes, du billet de $1 américain qui donc serait truffé de symboles maçonniques, et puis aussi évidemment des associations juives qui manipuleraient la planète en secret. Donc par exemple là vous avez un extrait du plan de Washington, la capitale américaine, dont les points reliés les uns aux autres représenteraient une étoile de David. Donc ça aussi c'est une preuve pour lui, et bien sûr donc tous les reptiliens auraient à peu près la tête que vous voyez à l'écran. Il y a une personne qui aurait compris le poteau rose, c'est la princesse Diana, et évidemment vous savez ce qui lui est arrivé. Donc en fait il y a tout un passage aussi du livre où il reconstitue l'accident de Diana en 1097 à Paris. Donc là vous voyez un extrait du plan de Paris avec la place de la Concorde, le funeste pont de l'Alma, etc. Parce qu'en fait Diana aurait compris à qui elle avait affaire et on lui aurait fait payer. Alors
Ça, c'est des idées qui sont, propagées par David Icke et ses partisans depuis une vingtaine d'années, qui s'ajoutent à plein d'autres choses. David Icke, c'est quelqu'un aussi qui est conspirationniste depuis aussi le Covid, des histoires autour des vaccins, etc. C'est pas le seul, c'est une mouvance qui est assez... il y a plusieurs foyers, il y a un autre foyer qui est lui aussi actif. Alors lui, c'est en Californie. C'est John Rhodes, pareil, qui a commencé dans les années 90, et disons qui dirige un centre de recherche sur les reptoïdes. Alors pareil, excusez-moi, je vais me plonger dans mes notes parce que je ne veux pas faire injure à la pensée de l'auteur. Alors les reptoïdes sont pas méchants. En revanche, ils viennent aussi de l'espace. C'est des extraterrestres. Ils habitent soit à l'intérieur de la Terre, soit dans des endroits cachés, par exemple des réserves naturelles, ça tombe bien, ils ont bien choisi leur coin, soit parfois dans d'autres dimensions aussi, et aussi dans d'autres planètes évidemment, mais ils se cachent, à la différence de ceux de Icke. Ils ne cherchent pas à dominer le monde forcément. Voilà, donc c'est un autre exemple. Mais je vais revenir sur David Icke parce qu'il me semble que c'est quand même le plus intéressant. David Icke, en fait, mais même d'ailleurs John Rhodes, pour justifier leur théorie, donc c'est des théories conspirationnistes, mais qui prétendent appuyer sur des faits scientifiques. Je ne vais pas vous infliger la lecture de l'extrait du livre de David Icke, mais à un moment donné, au début du livre, il dit voilà, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a tous en nous une zone du cerveau humain qu'on appelle le cerveau reptilien, et qui, en fait, est une trace qu'on aurait tous en commun de cette ancienne race extraterrestre qui serait venue s'implanter sur Terre, et nous, en fait, on serait des hybrides, et on garderait une trace de cette nature reptilienne en nous. Et il y a un scientifique qui a découvert ça, qui s'appelle MacLean, et qui aurait donc mis au jour la présence de ce cerveau reptilien en nous. Donc Paul MacLean, c'est un vrai neurobiologiste qui a surtout œuvré entre la fin des années 40 et les années 1980, et qui a effectivement, dans les années 60, mis au point une théorie qui s'appelle la théorie des trois cerveaux. C'est une théorie triunique, selon laquelle le cerveau humain serait constitué de 3 couches, qui auraient été en fait qui se seraient ajoutées au fur et à mesure de l'évolution. Donc une première couche, un premier noyau si vous voulez, qui est donc le cerveau le plus archaïque ou le plus ancien, d'après MacLean, et qu'en fait tous les vertébrés auraient en commun, et en particulier les reptiles. Les reptiles n'auraient pas les autres couches, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien, ça serait celui qui commanderait les comportements d'autoconservation, de survie, mais aussi d'agression, de conquête du territoire, la prédation sexuelle, etc. etc. Donc en gros, des choses assez lourdes. Voilà. Et donc ça, on aurait ça en commun avec les crocodiles. C'est pour ça qu'il appelle ça aussi le cerveau du crocodile. Je vous ai mis une petite citation de MacLean à côté. Au-dessus, il y a un deuxième cerveau qui serait le cerveau des émotions et de la mémoire. Et alors là, les reptiles en seraient visiblement dépourvus, en tout cas on en aurait beaucoup moins. Et donc là, ça serait le cerveau du cheval, par exemple. Et ça, on aurait ça aussi en commun avec les mammifères. Et puis le troisième cerveau, qui sera arrivé donc au pic de l'évolution des espèces, et qui serait seulement chez les grands primates et en particulier chez l'humain, c'est le cortex, le néocortex. Et MacLean dit ça, c'est le cerveau d'où sont sorties les mathématiques, la littérature, l'art, etc. Et donc ça, c'est une théorie qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, 70, 80. En France, il y a des gens comme Henri Laborie, que vous connaissez peut-être, qui l'a popularisé. Le problème, c'est que les neuroscientifiques l'ont très vite considéré comme erroné, à la fois d'un point de vue anatomique et aussi d'un point de vue de l'évolution du cerveau humain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si ça vous intéresse, je vous renvoie par exemple à cette encyclopédie historique des neurosciences, qui a été publiée il y a une quinzaine d'années, qui est un bouquin tout à fait sérieux, écrit par 2 neurobiologistes assez pointus, et qui résume les faits en disant, en fait, ce sont seulement des hypothèses, et ça ne repose sur très peu de faits scientifiques. En fait, ce qu'a fait MacLean, il a travaillé sur les singes écureuils et les varans. Et en fait, il a fait des travaux apparemment intéressants. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a extrapolé à l'espèce humaine, mais en fait, il a extrapolé et il s'est trompé, en fait. Voilà. Sauf que nos amis des reptiliens, en fait, pour eux, c'est la vérité. Et donc, en fait, ils vont s'inspirer du prestige des neurosciences pour valider leur propre théorie. À partir de là, vous allez avoir toute une production culturelle qui va s'emparer de ça, et qui va notamment aller du côté des documentaires et des programmes audiovisuels et des choses qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, il y a toute une série qui s'appelle Ancient Aliens, qui
est une série produite au Canada depuis 2009, qui parle en fait de toutes les traces des extraterrestres à la surface de la Terre, etc. Et qui ne parle pas que des reptiliens, mais qui en parle aussi, notamment dans cet épisode-là. Donc c'est un épisode qui va vous parler. Alors d'abord il y a McLean, c'est des copies d'écran de l'épisode. McLean a découvert le cerveau reptilien, et puis ce cerveau reptilien nous permet de comprendre en fait, les comportements d'agression dans la nature, d'où l'image du crocodile qui attaque le zébu, j'imagine, voilà, dans la savane africaine. Voilà. Et puis en fait, sans transition, du crocodile, on passe ensuite au conflit entre pays. Donc, alors là, ça doit être tempête du désert en Irak à l'époque. Et puis ensuite, sans transition, on va arriver aux manifestations contre la réforme des retraites. Non, pas tout à fait, mais à peu près ça. Avec donc des manifestants qui vont se taper avec les forces de l'ordre. En gros, voilà, crocodile ou manifestants, même combat. Et derrière, il y a aussi un discours d'ordre, il y a un discours un peu autoritaire sur toutes ces questions. Et ça, c'est quelque chose qui est diffusé sur RMC Découverte en 2014 et qui est aussi visible sur YouTube et qui a engrangé des milliers et des millions de vues. Voilà. Donc ça, c'est une première, diffusion possible de la théorie. Il y a un autre canal intéressant, c'est la fiction. Alors, vous connaissez peut-être, pour les plus âgés, ceux qui ont été un peu jeunes dans les années 80, pour les plus jeunes, ça parle peut-être moins, mais c'est une série qui a énormément de succès à l'époque. C'est une série, donc la série V, c'est une série de science-fiction qui a été diffusée sur ABC entre 1983 et 1985, et qui raconte en fait l'invasion de la Terre par des extraterrestres reptiliens qui prennent figure humaine, mais on voit bien le monsieur là à gauche, on voit bien que dessous, c'est des vrais reptiliens. Et là, on les voit ensuite au naturel, juste en dessous. Donc, en fait, ils sont emblématiques de la volonté de domination, de possession, etc. Et il y a une résistance humaine contre eux qui est menée, comme par hasard, par une biologiste. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec le producteur de la série, qui est toujours parmi nous, qui est maintenant un vieux monsieur, qui s'appelle Kenneth Johnson. Et je lui ai demandé, mais bon, en fait, vous avez... les reptiliens, ça n'existait pas à l'époque. C'est une série des années 80. Et je lui dis, mais d'où vous avez sorti cette inspiration ? Il m'a donné plein de références, mais il m'a dit qu'effectivement, il avait été influencé sans doute par la lecture de gens qui avaient vulgarisé la théorie de McLean, notamment un astrophysicien américain assez connu qui s'appelait Carl Sagan. Donc effectivement, il est possible qu'il ait été influencé par ça. Puis après, il m'écrit, parce qu'on a correspondu par mail, il me dit, mais en fait, ce qui me gêne maintenant, c'est qu'en fait, il y a plein de gens reptiliens qui m'écrivent en disant « Ah, votre série, en fait, elle valide ce que j'ai toujours cru. » En fait, ils prennent la série comme si c'était un documentaire un peu, vous voyez. Et donc, en fait, ça le gênait beaucoup. Mais en fait, c'est un peu le tour paradoxal de ça, c'est que quand vous avez décidé de croire à quelque chose, vous prenez tous les indices qui vont dans votre sens et qui vont valider votre croyance. Et le destin de V, c'est un petit peu ça. Là, c'est un article qui est paru dans Vanity Fair, une revue américaine, un magazine américain, et ça date du mois de mai 2023, qui est consacré aussi à cette série. Donc c'est paru après mes échanges avec le producteur dont je faisais état, et qui parle de ça. Et qui parle notamment qu'en fait, il y a plein de théoriciens conspirationnistes en fait, qui s'appuient sur ce feuilleton, sur cette série, pour en fait relancer cette théorie des reptiliens. Il y a même là-dedans un groupe que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelle QAnon, qui est en fait un des principaux groupements conspirationnistes aux États-Unis, qui est très puissant, qui a plein de relais, que parfois, d'ailleurs, dont les thèses parfois sont reprises par certains présidents des États-Unis et futurs peut-être présidents des États-Unis, et dont on ne citera pas le nom, et qui en fait, QAnon, soutient que les démocrates sont des aliens déguisés, et donc derrière il y a l'idée bien sûr des reptiliens, avec une personnalité qui est particulièrement ciblée par ces gens-là, qui est Hillary Clinton, qui donc, est déjà reptilienne depuis 25 ans, et qui donc là a été démasquée une fois de plus, et ça va même assez loin au point que le FBI maintenant considère les choses de façon assez sérieuse, parce que parfois il y a même des attaques sur des personnes, c'est ce dont parle l'article. Alors, pourquoi c'est intéressant cette théorie des reptiliens, outre le côté pittoresque et un peu rigolo? En fait, c'est rigolo, mais c'est un peu sinistre aussi quand même. Moi, en tant que sociologue, je me suis intéressé un peu à la marge dans mon travail sur le cerveau reptilien, parce qu'au départ, c'est plutôt sur le cerveau reptilien que j'ai travaillé, et comment une théorie erronée en venait à quand même connaître une popularité encore
importante de nos jours, y compris dans des secteurs comme le développement personnel, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment certaines théories en fait s'inspirent du prestige de sciences établies pour en fait délivrer des messages conspirationnistes, politiques, idéologiques. On appelle ça aussi des idéologies scientifiques. Donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait c'est emblématique d'un mouvement qui est plus large, qui ne concerne pas uniquement les reptiliens, mais qui ensuite, alors qu'on considère que c'est complètement dépassé et pittoresque, touche aussi les jeunes générations via les réseaux sociaux, qui n'ont pas nécessairement, les jeunes qui consultent les réseaux sociaux, qui ont le background scientifique pour apprécier si c'est des bêtises ou pas. Et ce qui nous amène aussi à comment ensuite s'orienter dans cette espèce de maquis de théories qui pullulent sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et donc ça relance aussi tout l'intérêt d'une vraie diffusion, d'une vraie culture scientifique, qui repose évidemment sur les épaules des chercheurs en leur demandant de ne pas dire n'importe quoi quand ils s'expriment dans le public, pas chercher la bonne métaphore qui fera rigoler le public, mais aussi, et encore peut-être plus, sur les intermédiaires qui vont être capables de reformuler les connaissances scientifiques et surtout indiquer lesquelles sont obsolètes ou pas, parce qu'il y a des gens qui croient encore que le cerveau reptilien c'est une réalité scientifique, une connaissance scientifique. Et donc c'est tout le travail des journalistes, des médiateurs et médiatrices scientifiques, d'organismes comme Récréascience, qui donc en fait ont ce travail à faire auprès du public. Le public lui-même a, en fait, on ne sait jamais ce que fait le public de ce genre de théorie. Donc il y a un troisième point sur lequel je voudrais terminer, c'est en fait la croyance. Il y a des gens, vous pourrez leur expliquer 40 fois que ça n'existe pas, ils vont continuer à croire. Donc en fait, il y a un autre élément qui est important et qui nous concerne tous, c'est ce que certains de mes collègues appellent une certaine bataille pour la vérité. C'est un livre qui va sortir, auquel j'ai contribué, qui va sortir ce printemps en presse de la Sorbonne. En fait, c'est comment en fait, on essaie quand même de tenir tête et faire front face à cet ensemble si vous me passez l'expression, de bullshit qui nous submerge notamment dans les réseaux sociaux et notamment les plus jeunes. Et donc là, c'est tout un enjeu qui va au-delà évidemment de la théorie des reptiliens et qui nous concerne tous, à la fois les professionnels de la recherche, les professionnels de la médiation, mais aussi le public qui s'intéresse à ces questions-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention.